Chapitre 41, où le captif poursuit son récit. En moins de 15 jours, notre renégat eut acheté un très bon bateau, qui pouvait contenir plus de 30 personnes. Pour que la transaction parût plausible et afin de détourner les soupçons, il décida de se rendre à Cherchell, ville située à 30 lieues d'Alger, du côté d'Oran, où l'on fait un grand commerce de figues sèches. Il accomplit ce voyage 2 ou 3 fois en compagnie du Tagarin, dont j'ai déjà parlé. En Barbarie, on appelle Tagarin les morts d'Aragon et ceux de Grenade, on les nomme Moudéjar. Ces derniers sont appelés Elch dans les royaumes de Fès, et c'est parmi eux que le souverain recrute la plupart de ses soldats. À chaque trajet de son bateau, il mouillait dans un cric situé à 2 portées d'arbalète du jardin de Zouraïda. Attendait là, le renégat se joignait à dessein aux jeunes morts, qui lui servaient de rameurs pour dire la prière, ou bien les entraînait par jeu à simuler ce qu'il projetait. Il entrait même dans le jardin de Zoraïda pour demander des fruits que son père lui donnait sans le connaître. Il aurait bien voulu parler à la jeune fille, comme il me l'avoua par la suite, lui dire que c'était lui qui, sur mon ordre, l'emmènerait en terre chrétienne, et qu'elle pouvait attendre en toute confiance, mais ce ne fut jamais possible, car aucune femme morte ne laisse voir à un mort ou à un turc, à moins qu'elle n'en reçoive l'ordre de son mari ou de son père. Elle ne se laisse aborder que par les esclaves chrétiens, parfois même plus que de raison. Je n'aurais pas aimé qu'il pût lui parler, car elle se serait sans doute alarmée en voyant que son sort dépendait de la discrétion d'un renégat. Mais Dieu, qui en avait ordonné autrement, empêcha notre renégat de parvenir à ses fins. Voyant enfin qu'il allait à Cherchell en toute sécurité, qu'il mouillait quand et où il voulait, que son associé Tagarin n'avait d'autre volonté que la sienne, que j'avais été racheté et qu'il ne restait plus qu'à engager les chrétiens pour manœuvrer les rames, il me dit de choisir les gens que je voulais emmener, outre mes 3 compagnons, et de les convoquer pour le vendredi suivant, jour qu'il avait fixé pour notre départ. Je pris langue avec 12 Espagnols, faillants rameurs, et choisis parmi eux ceux qui pouvaient sortir le plus librement de la ville. Ce fut d'ailleurs toute une affaire d'en trouver un tel nombre à cette saison, car 20 bateaux étaient sortis en expédition, et ils avaient enlevé tous les hommes de la rame, et je n'aurais même pas pu trouver ces Espagnols si le maître était resté à terre cet été-là. Pour achever une galère qu'il avait en chantier, je ne dis rien à ces chrétiens, sinon que le vendredi suivant, à la tombée du jour, ils devraient sortir discrètement de la ville un à un et aller m'attendre au jardin d'Hadji Mourad. Je donnai ces indications à chacun séparément, avec l'ordre, s'ils trouvaient là d'autres chrétiens, de leur dire que j'avais demandé qu'on m'attendît à cet endroit. Il me restait une dernière démarche, bien plus importante à accomplir. C'était d'informer Zoraïda de l'état de nos affaires, pour qu'elle se tînt prête et ne s'effrayât pas si nous l'enlevions plus tôt qu'elle ne s'y attendait, avant le temps où elle pensait le bateau revenu de chez les chrétiens. J'allai donc au jardin pour essayer de lui parler. J'y entrai quelque temps avant notre départ, sous prétexte de cueillir des herbes. Je tombai sur son père, qui me demanda, dans la langue employée dans toute la Barbarie, même à Constantinople, entre les captifs et les morts, ce n'est ni de l'arabe ni du castillan, ni aucune langue connue, mais un mélange de toutes, grâce auquel nous arrivons à nous comprendre. Il me demanda donc, dans ce jargon, ce que je cherchais dans son jardin, et qui j'étais. Je lui répondis que j'étais un esclave de Mami l'Albanais. Je savais de sûr qu'ils étaient grands amis, et que je cherchais des herbes pour faire une salade. Il voulut savoir si j'étais un homme à racheter, à quel prix mon maître exigeait. Sur ces entrefaits,
La belle Zouraïda sortit de la maison. Elle m'avait vu arriver, et comme les Mauresques n'ont aucune répugnance de se montrer aux chrétiens, et ne cherchent pas à les éviter, comme je l'ai dit, elle s'approcha sans façon de l'endroit où je parlais à son père, qui d'ailleurs l'appela dès qu'il l'eut aperçue. Aujourd'hui encore, je saurais la décrire telle qu'elle m'apparut alors, dans toute sa beauté, son élégance et ses riches parures. Je dirais seulement qu'il y avait plus de perles à son cou gracieux, à ses oreilles et dans sa coiffure qu'elle n'avait de cheveux sur la tête. À chacune de ses chevilles découvertes, selon l'usage, elle portait un carcan. Ainsi appelle-t-on chez les morts ce genre de bracelet, d'or pur, serti de diamants, que son père me confia-t-elle plus tard, estimé à 10 000 doublons. Et ceux qu'elle portait au poignet en valaient au moins autant. Ces perles étaient aussi belles que nombreuses et variées, car c'est la parure favorite des femmes de Barbarie, qui les aiment de toutes sortes. Voilà pourquoi on en trouve davantage chez les morts que chez tous les autres pays. Le père de Zouraïda passait pour posséder les plus précieuses qu'on put trouver à Alger. Les plus précieuses qu'on put trouver à Alger. Ainsi qu'une fortune de plus de 100 000 écus espagnols. Tout cela appartenait à cette dame qui m'appartient aujourd'hui. Vous pourrez juger combien elle était belle. Ainsi paraît au temps de sa prospérité, et ce qui lui en reste après avoir traversé tant d'épreuves. Car on sait que chez certaines femmes, la beauté a ses jours et ses raisons, car rien ne peut la réduire ou l'accroître, et il est normal que les mouvements de l'âme l'augmentent, la diminuent, ou souvent même la détruisent. Bref, elle était d'une telle élégance extrême, et d'une telle beauté que je pensais n'en avoir jamais vu de plus belle. Par ailleurs, sachant